Où en est la Grèce aujourd'hui? Alexis Tsipras, le chef du gouvernement grec, a organisé de nouvelles élections pour avoir l'accord de la population sur un programme de mesures d'austérité. Les Grecs ont à nouveau voté pour lui et son parti politique Syriza, afin qu'il continue à diriger le pays durant les 4 prochaines années. Car son pays risquait de devoir quitter l'Union européenne et de se retrouver seul. Depuis 6 ans, ce pays subit une crise économique très grave, parce qu'il a une dette très élevée. Il a beaucoup de mal à rembourser l'argent qu'il a emprunté aux autres pays européens et à des institutions internationales. La Grèce doit même demander de nouveaux prêts pour continuer à faire fonctionner son économie. Mais en échange, la population grecque doit accepter de faire des sacrifices très importants. C'est ce qu'on appelle les mesures d'austérité. Les Grecs doivent par exemple payer plus d'impôts, alors que beaucoup ont perdu leur emploi, et la pauvreté augmente. Ils devront aussi travailler plus longtemps, et le montant de leur retraite sera réduit. Le chef du gouvernement, Alexis Tsipras, avait pourtant promis qu'il limiterait les sacrifices demandés aux Grecs. Or, il a finalement accepté les exigences des pays qui prêtent de l'argent à la Grèce. D'autres pays européens, comme l'Espagne par exemple, pourraient se retrouver dans la situation de la Grèce. C'est pourquoi l'effort des Grecs et de leur gouvernement est observé avec une grande attention en Europe. Que se passe-t-il en Turquie? Le 10 octobre, 2 bombes ont explosé à Ankara, la capitale du pays, faisant près de 100 morts et 500 blessés. Cet attentat est l'un des plus meurtriers de l'histoire du pays. Il a profondément choqué le peuple turc et a également fait naître des inquiétudes en Europe. Mais pourquoi la Turquie est-elle soudainement au centre de toutes les attentions? D'abord parce que sa place géographique est stratégique. Elle est située à cheval entre l'Orient et l'Occident, et fait symboliquement le lien entre les deux. Elle a aussi des frontières communes avec la Syrie et l'Irak, 2 pays dans lesquels l'Europe et ses alliés combattent les terroristes djihadistes. La Turquie s'était tenue à l'écart de ces conflits, mais elle a décidé en juillet 2015 de rejoindre la lutte contre les djihadistes, et est devenue la cible du terrorisme. Allié indispensable pour l'Europe, la Turquie est le pays le plus stable de cette partie du Proche-Orient. C'est une démocratie, avec à sa tête un président élu par le peuple. La Turquie est aussi un pays laïque, où vivent ensemble des personnes de différentes religions, musulmans, chrétiens et juifs. Et surtout, elle accueille les millions de réfugiés syriens fuyant leur pays en guerre. L'Europe a donc décidé, mi-octobre, de verser plusieurs millions d'euros à la Turquie pour l'aider à gérer sur place l'arrivée de ces réfugiés. Depuis 2011, plus de 2 millions de Syriens ont déjà trouvé refuge en Turquie. C'est plus que dans n'importe quel autre pays du monde. Combien y a-t-il de pays dans l'Europe? Le 9 mai, on fête la journée de l'Europe. C'est la date anniversaire de la déclaration Schuman de 1950, le texte fondateur de l'Union européenne, UE. Les 6 premiers membres de l'Union, en 1957, étaient l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Aujourd'hui, l'UE comprend 28 États, s'étend sur 4,5 millions de kilomètres carrés et compte plus de 500 millions d'habitants. Mais est-ce que des pays peuvent encore entrer dans l'UE, ou bien la quitter? L'Union a d'abord accueilli des pays au compte-gouttes. Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni en 1973, la Grèce en 1981, l'Espagne et le Portugal en 1986. En 1991, l'URSS, un bloc de pays groupés autour de la Russie communiste, est dissoute. L'UE, qui compte alors 15 membres, s'élargit brusquement en 2004 avec 10 nouveaux États. Depuis, seuls 3 autres pays ont rejoint l'UE, la Bulgarie, la Roumanie et enfin la Croatie en 2013. Mais certains pourraient aussi quitter l'UE. La Grèce, par exemple, a été au bord du départ suite à la crise financière. Et le 23 juin prochain, le Royaume-Uni doit voter pour ou contre son maintien dans l'UE. Le Brexit, pour British Exit, sortie britannique en anglais, est souhaité par les eurosceptiques, qui ne croient pas à la construction européenne. S'il est voté, il pourrait entraîner la sortie de l'UE d'autres pays, comme la Pologne ou la Hongrie, où les eurosceptiques sont au pouvoir. Comment l'Europe lutte contre les naufrages de réfugiés en Méditerranée? Tous les jours, des hommes, des femmes et des enfants fuient l'Afrique et le Moyen-Orient pour trouver une vie meilleure en Europe. Ils n'ont pas d'autorisation de venir, mais ils fuient la misère et aussi des guerres, comme en Libye, en Irak et en Syrie. En 2014, 219 000 personnes ont réussi à traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Mais beaucoup d'autres ne sont jamais arrivés à destination.
Certains de ces immigrés embarquent à bord de bateaux en très mauvais état, qui parfois coulent en pleine mer. Depuis le début de l'année, au moins 1776 personnes ont disparu en Méditerranée. Les pays européens ont longtemps laissé l'Italie se débrouiller seule, alors que c'est elle qui reçoit le plus d'immigrés. L'île italienne de Lampedusa, qui accueille une grande partie de ces immigrés, n'est ainsi qu'à 167 km des côtes de la Tunisie. Grâce à son opération de sauvetage Mare Nostrum, l'Italie a secouru plus de 150 000 personnes en Méditerranée en 2014. Cette opération a été abandonnée par manque de moyens et remplacée par un programme européen appelé Triton. Les pays européens fournissent des avions et des bateaux pour surveiller la Méditerranée. Certains Européens disent que l'Europe n'a pas les moyens d'accueillir tous ces immigrés et de leur fournir un emploi. Mais d'autres expliquent que la population de certains pays européens, comme l'Allemagne, est en baisse. Ces pays avec une population en diminution auront donc bientôt besoin d'immigrés pour continuer à se développer. C'est quoi l'Euro 2016? C'est le nom donné au championnat d'Europe de football qui a lieu en 2016. Cette compétition est un grand rendez-vous sportif auquel participent de nombreux pays européens. Créé en 1960, l'Euro a lieu tous les 4 ans. Et en 2016, c'est la 15e édition. D'accord, mais pourquoi on parle autant de l'Euro 2016? Parce que cette année, il se déroule en France. Entre le 10 juin et le 10 juillet, 10 villes françaises accueillent les équipes des 24 pays participants, mais aussi leurs supporters. Au total, c'est 51 matchs qui se jouent à Paris, Lille, Lens, Nantes, Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Nice. Et c'est surtout plus de 2 millions de spectateurs et 7 à 8 millions de supporters qui sont attendus en France. C'est un grand défi d'accueillir toutes ces personnes, de faire en sorte qu'elles passent un bon moment et qu'il n'y ait pas de problème entre les supporters des différentes équipes. Heureusement, la France a de l'expérience, puisqu'elle a déjà organisé cette compétition en 1960 et en 1984. Et sur le terrain, est-ce que la France a des chances de gagner? Bien sûr, l'équipe de France a déjà remporté l'Euro en 1984 et en 2000, et elle fait partie des favorites. Mais face à elle, il y a l'Espagne et l'Allemagne, qui ont chacune gagné 3 fois. D'ailleurs, les 2 dernières éditions, en 2008 et en 2012, ont été remportées par l'Espagne. Alors, qui remportera le trophée de l'Euro 2016 cette année? Pour le savoir, rendez-vous le 10 juillet au Stade de France, à Paris, pour la finale. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.